Bienvenue donc pour cette troisième édition de notre débat. On a eu plusieurs milliers de personnes, euh, aussi bien la première qui a fait plus de 40 000 internautes et l'autre qui est plus de 50 000, mais cette fois-ci je pense qu'on sera encore plus nombreux compte tenu de la qualité de l'invité. Avant de lui passer la parole, je voudrais vous dire que le collectif a réussi en occupant le terrain virtuel, à tenir le choc au niveau des idées par rapport aux enjeux de la Corse, en particulier dans le domaine qui nous concerne, la dérive mafieuse. Et on ne peut qu'être satisfait de voir qu'à travers cet outil numérique, on a pu faire face. Bien sûr, nous allons de nouveau investir le terrain. Et d'ores et déjà, je tiens à vous annoncer que nous avons fait plusieurs démarches au niveau de toutes les autorités, qu'elles soient régaliennes ou qu'elles soient territoriales, pour reposer les problèmes de fond et des solutions pour qu'il y ait une transparence qui nous évite d'être de plus en plus tirés vers le bas, même si nous avons conscience que cette crise peut donner l'impression que ça passe en second plan, il n'en est rien. Pour nous, ça ne fait que saturer la situation, voire même l'aggraver et fragiliser la Corse, donc on sera encore plus dynamique que nous l'avons été. Voilà, je tenais à faire cette précision. Alors je vous rappelle que vous pouvez poser des questions, j'espère que vous les posez sur le mur de Mafianom, et de toute manière, on les voit et on y répondra même si elles n'apparaissent pas. Voilà, donc eh bien, maintenant, moi je suis très heureux d'accueillir Nicolas. Nicolas, comment vas-tu? Ça va? Traverser cet épisode sans trop d'épreuves et sans trop de souffrance. Et puis simplement, j'en profite puisque tu m'en donnes l'occasion pour saluer tout le monde, te saluer et dire que cette petite parenthèse que vous m'offrez avec l'île de Beauté, dans cette période où on n'a plus le droit de se déplacer, est un moment évidemment pour moi particulièrement agréable et précieux. Donc merci de me donner l'occasion d'avoir cette fenêtre avec la Corse. Merci Nicolas. Donc on va revenir un peu sur les enjeux, mais avant je voudrais d'abord dire que avec Nicolas, on ne se connaît pas depuis aujourd'hui, hein, on se connaît depuis très longtemps, on a refait le monde plusieurs fois, ça fait je crois une trentaine d'années qu'on a dû se connaître, et puis on est tous les deux de la même communauté de destin de l'Altaroc, moi à travers mon épouse, puisqu'elle est originaire de la région de Cointe, et Nicolas également qui est de la région de Cointe. Donc d'abord j'ai une question tout de suite, la première, est-ce que tu vas venir cet été à Cointe, tu viens? Parce que j'ai eu beaucoup de demandes, madame le maire, tout le monde m'a demandé. Ben, le plus vite possible, évidemment en respectant les règles que l'île va probablement édicter, et voilà, sans faire prendre de risques à personne, mais j'espère que dans les semaines qui vont venir, on va pouvoir reprendre les traversées avec la Corse. Mais j'ai bien l'intention, d'ailleurs, le hasard fait que j'avais prévu de venir 2 jours après le confinement, mais évidemment, j'ai interrompu mon voyage, mais la Corse me manque et j'y serai cet été, sauf si malheureusement les événements se répétaient. Ok, très bien. Alors, en ce qui concerne maintenant cette émission, il est certain que ce qui m'a donné l'envie de la faire avec toi, c'est que j'ai lu attentivement ta démarche qui s'appelle Le temps est venu. Hein, je crois qu'on peut la résumer comme ça. Qui est faite de propositions, qui est faite de déclinaisons variées. Et il est sûr que en tant que Corse, qui sommes des citoyens de la société civile qui essayons de faire évoluer les choses, on se retrouve dans énormément des points que tu fais. Alors la première question que je voudrais te poser par rapport à cela, c'est que tu as mis, je dirais, le premier point que tu as mis dans tes déclinaisons. D'ailleurs, je crois que je vais les faire défiler puisque je les ai ici. Je vais les faire défiler. Je crois qu'elles vont apparaître sur l'écran. Bon, on verra de toute manière, ça ne serait. Oui, voilà, elles vont apparaître. C'est la première, comme ça je vais la relire pour ne pas me tromper. Et elle m'a pas surpris, hein, j'ai compris, c'est que la première chose que tu dis dans ces propositions, c'est le temps de venir. Dans la dernière des propositions, ça c'est la dernière qui apparaît le premier. Non, je crois que tu parles de. Il faut transformer la peur. Je crois que tu as un terme comme ça. Le mot de peur, il apparaît tout de suite. Il y a un tel choc. Oui, non, dans les déclinaisons des 100 principes,
Il y en avait qui pouvaient sembler abstraits, d'autres qui en réalité peuvent déboucher sur des propositions très concrètes. Au passage, je me permets de faire une petite réflexion juste avant de répondre à ta question, parce que certains esprits n'ont pas forcément compris quelle était l'utilité, la vocation de ces 100 principes que j'ai voulu décliner, parce que je suis convaincu que la crise que nous traversons, ce n'est pas simplement une crise écologique, ce n'est pas simplement une crise économique, ce n'est pas simplement une crise sanitaire, c'est une profonde crise culturelle et une profonde crise de civilisation. Et que cette injonction qu'on vient de se prendre par ce petit virus qui a mis à genoux la moitié de l'humanité, il ne faut pas le prendre à la légère. Il nous confronte à notre puissance et à notre vulnérabilité. Et on voit bien que quelque part, il a révélé les failles d'un modèle, les limites d'un modèle et les limites d'un système. Donc plutôt que d'être simplement dans le réactif, de se précipiter pour essayer de revenir au monde d'hier, je pensais qu'il était nécessaire individuellement et collectivement de se poser un certain nombre de questions assez basiques, assez élémentaires sur le monde que nous voulons, le monde que nous désirons, et sur ce que nous voulons garder de l'ancien monde et ce que nous voulons modifier ou faire émerger dans le nouveau monde. Avant de rentrer dans des débats techniques, avant de rentrer dans des propositions très concrètes, eh bien faire l'inventaire du monde que nous venons de quitter et puis collectivement, bien entendu, tracer un horizon commun et définir les absolus prioritaires. Alors oui, il y avait des principes qui peuvent décliner sur des propositions très concrètes. Quand je dis le temps est venu du passer du libre-échange au juste-échange, ben derrière, ça veut dire qu'il faut arrêter de traiter, de signer des traités qui, quelque part, justement, n'appartiennent pas à un monde de juste-échange parce qu'ils créent des inégalités économiques et sociales sur le monde. On va peut-être y revenir à travers des questions qui sont posées, mais... Oui, mais je vais juste répondre à la question, si tu m'entends bien. Moi, si tu veux, ce que je ressens beaucoup, parce qu'il y a eu, dès qu'on a annoncé ta venue, bien sûr, tu es un personnage très populaire, mais c'est comme toutes les personnes qui sont populaires, il y a aussi des détracteurs, et qui sont beaucoup plus actifs d'ailleurs que les gens positifs, c'est le principe même de la toile. Et je dois même dire que j'ai été choqué, moi, de certaines réactions, parce que, d'abord, ça va être prétentieux de ma part, je me retrouve un peu là-dessus, parce que je sais que quand on se met en avant, quand on est des lanceurs d'alerte, il est certain qu'on ne va pas plaire à tout le monde. Et moi, je pense que tout le monde a ses qualités et ses défauts, et nous en avons, nous, comme tout le monde. Mais quand même, de vouloir noyer une discussion en ciblant sur des personnes, comme certains l'ont fait à travers les murs, j'ai un peu effacé, un peu moqué, c'est quand même grave, parce que ça veut dire que... Moi, la question que je leur pose à ces gens-là, je leur dis, et alors, admettons que moi, je suis comme vous le décrivez, que Nicolas... Et le problème, est-ce qu'il demeure ou pas ? Qu'est-ce que vous proposez? Alors on voit que c'est une forme de déni, ça je tenais à le dire, c'est une forme de déni où on essaye de déstabiliser les choses parce qu'on ne veut pas aller au fond. Moi je tiens à le dire parce que c'est clair, je ne vais pas tricher avec les gens qui nous écoutent. Moi je suis vraiment, depuis longtemps tu m'as beaucoup influencé par les propos que tu avais tenus à une époque où l'écologie ça apparaissait comme des bobos qui avaient un peu le temps à passer, etc. Tu as démontré les enjeux de la planète. Et comme tant d'autres, mais plus particulièrement, et je crois que c'est assez remarquable. Maintenant, en ce qui me concerne, dans tout ce que tu as dit, tu vois, il y a une chose que je vais essayer à travers cette émission de faire passer, c'est que nous sommes, effrayés par ce qui se passe au niveau de la dérive mafieuse en Corse, et nous savons que c'est mondialement que le problème se pose. Et que cette dérive... elle n'apparaît peut-être pas suffisamment, à mon avis, dans l'analyse qui est faite, mais je comprends aussi, parce qu'elle est dite peut-être d'une autre manière, et c'est là un peu où je voudrais qu'on en vienne aujourd'hui. Comment tu vois les choses, toi qui connais bien le monde, s'il y a quelqu'un qui le montre, quand on voit, et on va donner les chiffres tout à l'heure, que le PIB, si j'ose dire, de la mafia internationale est le 6e au niveau mondial, loin devant le Japon, la France et même que toute l'Afrique réunie. Comment tu vois cette approche par rapport à ce problème qui nous préoccupe énormément en Corse? Bon, d'abord, si tu permets, Léo, très rapidement, prenons un peu le temps justement de poser les choses sereinement sur les critiques que l'on peut recevoir dès lors qu'on essaie de faire quelque chose. Ça fait malheureusement partie du jeu. Certains ne peuvent pas imaginer que nous essayons simplement de bien faire. On n'est pas parfait,
Nous avons tous nos incohérences, mais ce qui est important, c'est de rentrer sur un chemin de progrès et de ne pas se résigner et de tenter localement et en fonction du rayonnement que l'on peut avoir, de faire converger et d'additionner les bonnes volontés, les énergies positives et que chacun voilà, apporte une fraction d'intelligence pour éviter de basculer dans le chaos parce que nous sommes sur un seuil étroit de tolérance. Nous, quand je dis nous, c'est l'humanité. Il faudrait que chacun se rende compte que si ce qui se joue, c'est simplement les conditions de vie de l'humanité sur Terre. Donc peut-être qu'à un moment ou à un autre, les petits préjugés, les procès en intention que l'on se fait en permanence, on peut peut-être le mettre de côté. Ça ne se décrète pas un changement d'état d'esprit, mais si on est en permanence dans la suspicion, dans la confrontation, on n'y arrivera pas. En revanche, nous sommes dans une période qui est radicale. Qui est radicale parce que nous sommes, on le sent bien, sur un point de bascule où selon l'impulsion que nous allons donner, selon la convergence, selon la volonté, selon l'énergie, on peut basculer dans un effet domino avec un enchaînement, un effet en chaîne de tragédies et de chaos de plus en plus, comment dire, impactants ou désastreux. On ne peut pas se résigner. Alors, on a une obligation au XXIe siècle, et je vais y répondre en partie à ta question. Ce siècle-là, il ne peut pas se faire autrement que sous un principe absolu qui est celui de la solidarité. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je ne le dis pas du tout sur un plan moral. La morale, l'éthique, chacun se la fait. Mais il y a un paramètre qui a beaucoup changé et dont on n'a pas pris les mesures et qui fait que c'est une contrainte physique qui nous est imposée d'avoir un monde qui partage et qui soit un monde beaucoup plus équitable. Pourquoi? Parce que maintenant, grâce à Internet, grâce à la télévision, grâce à la mobilité, les exclus ont vu sur les inclus. C'est-à-dire que chacun, où qu'il soit dans le monde, a conscience qu'il n'a pas la même, comment dire, attention, le même déterminisme, la même considération que quelqu'un d'autre. Donc tu ajoutes à l'exclusion un élément explosif que l'humiliation. Donc ce que je veux dire, c'est que la solidarité, si on veut un monde qui ne reproduise pas les grands conflits du XXe siècle, elle n'est pas une option, elle est une obligation. Pour qu'on ait un monde solidaire, il ne faut pas un monde qui pille, il ne faut pas un monde qui, quelque part, s'exclut de la solidarité, que ça soit d'une manière légale ou illégale. On a besoin que toute production de richesse participe à la solidarité. Et donc, que ça soit l'évasion fiscale, que ça soit le crime, que ça soit la mafia, que ça soit l'optimisation fiscale, je mets tout ça dans le même sac. Nous devons être déterminés pour faire en sorte que toute production de richesse participe équitablement à la solidarité. Parce qu'un monde qui concentre la richesse et un monde qui épuise le substrat de la richesse, parce que comprenons bien que la crise économique et la crise écologique, elles sont sur les mêmes racines. L'économie, elle s'est constituée au fil du temps sur l'exploitation des ressources naturelles et des matières premières. Si on arrive à la pénurie, il n'y a plus de modèle économique. Donc simplement, pour répondre à ta question, nous devons avoir une exigence absolue individuellement et collectivement pour mettre fin à ceux qui se sont organisés en toute légalité ou en toute illégalité pour s'exclure de la solidarité et piller des biens communs parce que le temps est venu justement, et bien tous ensemble, de donner aux biens communs une institution qui quelque part en assure la gestion. Alors, ça va rejoindre un peu ce que tu viens de dire. On a deux membres fondateurs de collectif qui vont te poser chacun une question. Alors, on va commencer par celle de Vanilla Bernaleone, qui est directrice de l'Institut de fabrique à Corté. Il y a l'intitulé exact, et tu verras, qui a eu une action remarquable pendant cette crise sanitaire, puisqu'ils ont produit énormément d'outils au service de la protection à travers justement de leur ingéniosité et de leur créativité. Donc, on va lui laisser la parole. Nicolas Hulot, bonjour et merci d'avoir accepté ces échanges. J'ai été très intéressée par l'ensemble des propositions de votre manifeste car elles reposent sur un principe qui me paraît fondamental, qui est le lien au lieu, cette relation entre une société et son lieu de vie. J'ai choisi quand même de me concentrer sur un seul point et c'est votre quatrième proposition, celle qui porte sur la question de la relocalisation de la production en France et en Europe.
Alors, le texte que vous proposez évoque essentiellement, voire exclusivement, la relocalisation de la production dans les secteurs agricoles et énergétiques. Pourtant, pendant la crise sanitaire, on a aussi, et peut-être surtout, constaté la faillite d'un système d'approvisionnement mondialisé qui nous a privés de beaucoup d'autres produits, des médicaments certes, mais aussi des biens manufacturés de grande nécessité comme les fameuses protections qui ont tellement manqué aux soignants et à tous les professionnels en première ligne. Au final, on a vu que ce sont des solutions locales qui ont permis de nous sortir de la pénurie, puisque des centaines de milliers de couturiers, makers, professionnels ou amateurs ont finalement fabriqué et distribué en circuit court des centaines de milliers de masques et de visières. Donc ma question est la suivante, puisque l'heure est venue. Comment faire le pari de cette production Tu m'entends locale toujours? également pour des biens manufacturés en mettant en place une vraie stratégie réaliste qui combinerait infrastructure, mais surtout peut-être formation à des compétences techniques, technologiques, qui me paraissent aujourd'hui extrêmement dévalorisées dans un pays où on oppose, voire on dissocie complètement intelligence de la main et intelligence de l'esprit. Bref, dans votre texte, les Corses ont été très sensibles à l'expression communauté de destin, dans laquelle ils se reconnaissent aussi. Mais maintenant, j'aimerais que vous poussiez le clin d'œil et l'ambition un peu plus loin peut-être, en nous invitant à un riacquisto, qui est notre grande expression phare, mais cette fois, c'est un riacquisto tecnico qu'il nous faudrait. Donc, merci d'avance de vos éclairages et à bientôt, peut-être à Coinza. Alors, Nicolas. Simplement, Léo, pour éviter une confusion, parce que je n'ai pas entendu la vidéo, mais précautionneusement, tu me l'avais envoyée en amont. On est bien d'accord que c'est le sujet de la relocalisation et de la formation qui a été posé dans cette... Très bien, donc pour ne pas répondre à côté de la plaque. Effectivement, nous avons parlé prioritairement avec la Fondation de la relocalisation de deux domaines économiques qui assure, je dirais, l'intendance du quotidien. Mais ça n'est pas parce que nous avons d'abord pointé ces deux domaines que nous en excluons d'autres. Effectivement, je pense que les deux domaines économiques sur lesquels il faut que nous ayons une certaine autonomie, c'est le domaine énergétique et c'est le domaine alimentaire. Le domaine énergétique, ça vaut pour la France, ça vaut pour l'Europe, ça vaut, je dirais, pour n'importe quel État du monde. Si demain, comme j'en suis convaincu, nous pouvons, à partir des énergies renouvelables, garantir d'avoir accès à une énergie qui est produite à l'intérieur des frontières, et donc de faire en sorte qu'aucun pays, quelle que soit son importance sur l'échiquier politique, dépende d'une grande puissance dans son autonomie énergétique, on va rétablir une espèce d'équité entre les États. Et je pense que les énergies renouvelables, toutes combinées, associées bien entendu à l'efficacité énergétique, nous donnent la possibilité, dans les 10-15 ans qui viennent, d'acquérir cette autonomie énergétique. Être dépendant énergétique, être dépendant d'énergie fossile, être dépendant du gaz russe, être dépendant de l'uranium qui vient de pays avec lesquels nous n'aurons pas toujours forcément des relations évidentes, c'est nous mettre en forme de fragilité. Et nous avons des métiers et des industries à recréer sur l'efficacité énergétique, sur le stockage des énergies intermittentes et sur le développement des énergies renouvelables. Il faut également, je l'ai dit, relocaliser, avoir comme objectif d'avoir une autonomie alimentaire. Comme vous le savez, nous ne sommes pas autonomes sur un plan alimentaire, ne serait-ce que parce que l'importation des aliments que nous donnons à notre bétail, pour partie, vient de grands pays du continent américain, à commencer par le Brésil, avec les conditions et les conséquences environnementales et sociales que nous pouvons connaître. Donc nous devons faire en sorte d'avoir cette autonomie alimentaire, avec notamment un plan de protéines végétales pour pouvoir nourrir nos animaux. Ça n'est pas une question de budget. Nous avons suffisamment de moyens pour assurer la transformation du modèle agricole. Encore faut-il conditionner toutes les aides de la politique agricole commune, qui est le premier budget européen, à cette mutation, à cette transformation, parce que toute transition, ça vaut pour l'alimentation, ça vaut pour l'énergie, ça vaut pour tous les secteurs économiques, elle ne pourra se faire que si l'État accompagne le temps de la formation,
le temps de la mutation pour que l'on retrouve un équilibre économique, mais ça doit se faire évidemment d'une manière programmée. Là où vous avez raison aussi, madame, c'est qu'il faut le faire sur d'autres secteurs. La crise que nous venons de traverser a mis en évidence, pour ceux qui l'ignoraient, que dans beaucoup de domaines, nous sommes pieds et mains liés avec certaines puissances avec lesquelles nous avons des relations aléatoires. C'est quand même dingue de découvrir que 80% des principes actifs que nous avons dans notre pharmacopée viennent de pays comme la Chine. C'est quand même dingue qu'un pays qui a connu une telle industrie textile n'a pas été en mesure de répondre aux besoins que nous avions en termes de masse. Donc toutes ces leçons, nous devons les tirer. Mais de la même manière, c'est vrai sur un certain nombre de matières premières, toutes les terres rares dont nous avons besoin dans l'industrie moderne sont pour 80 ou 90% détenues par les pays asiatiques. Donc il y a toute une chaîne de valeur que nous devons relocaliser sans tomber dans le piège, et pour moi c'est très important Léo de le dire, du protectionnisme absolu, de l'autarcie. L'idée n'est pas de cesser de commercer avec un certain nombre de pays, mais il faut quand même garder à l'esprit que des pays comme la Chine ne vont pas pouvoir toujours produire pour l'Occident. Ils ont leurs propres contraintes. Donc oui, il y a des chaînes de valeur que l'on doit relocaliser. Et là où vous avez raison, madame, c'est qu'il faut mettre beaucoup de moyens sur la formation. Mais il faut une méthode pour transformer le pays. Et pardon de le dire parce que la méthode est aussi importante que les objectifs. La méthode, c'est 3 principes. Il faut de la prévisibilité, c'est-à-dire qu'il faut se fixer des objectifs, il faut les cranter dans la loi, pourquoi pas dans la Constitution. Il faut de l'irréversibilité pour que les acteurs n'aient aucun doute qu'on va changer le modèle, et de la progressivité pour faire en sorte que personne ne soit perdant dans cette mutation. Alors, on va passer directement, puisque ça rejoint toujours les mêmes préoccupations, à la deuxième question d'un autre membre de notre collectif, donc, qui est Pierre Gambide, qui est cofondateur, qui est auteur-compositeur et producteur. Il te pose donc directement une question. Bonjour Nicolas Hulot, je m'appelle Pierre Gambide, je suis entrepreneur dans le monde de la culture et porteur d'un projet qui est une fabrique des nouvelles pratiques culturelles qui s'appelle Le Fruit. Le sujet de la transition écologique et de la solidarité dans cette fabrique, ce sont 2 sujets qui se sont fortement imposés durant le confinement. Donc nous rejoignons très naturellement les propositions et les principes de votre fondation et nous sommes d'accord avec le fait qu'il faudra repenser le monde qui est en train de se préparer, ce nouveau monde qui arrive. Pour ma part, il me semble difficile d'envisager un quelconque changement, en tout cas avec la politique qui est exercée aujourd'hui dans ce pays. Nous vivons une crise sanitaire et nous allons vivre une crise économique sans précédent et aussi une crise politique. Comme beaucoup, je fais partie de ces gens qui ne croient plus au pouvoir tel qu'il s'exerce aujourd'hui et encore moins au système politique qui existe aujourd'hui en France. Donc voici mes 2 questions qui concernent votre proposition numéro 5, la proposition numéro 5 de votre fondation. Donc le temps est venu de demander des contreparties environnementales au soutien budgétaire. Donc quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir influencer ce pouvoir et cette classe politique aujourd'hui? De quelle façon allez-vous y prendre, tout simplement? Et la seconde, c'est pensez-vous que l'émergence d'une conscience, ou si toutefois elle existe, ou d'une action populaire puisse influencer le monde libéral dans lequel nous vivons? Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre réponse et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bon, même chose, tu as eu la vidéo avant, donc tu te rappelles les termes et les questions, donc je te laisse la parole. J'ai du mal à répondre à cette question quand vous me demandez est-ce que je pense que l'émergence d'une action, d'une conscience populaire puisse influencer le monde politique ou influencer également le monde libéral. Je me demande souvent qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive pour qu'à un moment ou à un autre on réagisse. Comment transformer une prise de conscience qui est évoquée à toute occasion mais qui ne s'est jamais traduite dans les faits? Quel événement doit-on attendre? Alors, moi j'ose quand même espérer que cette expérience que nous venons de traverser, j'ose croire quand même qu'elle a bousculé les esprits les plus conservateurs. Là, on a été quand même confronté très brutalement à notre vulnérabilité et aux failles de notre système. Moi, j'ai une conviction profonde. Le monde, de toute façon, est en train de changer. Il va changer soit par notre propre volonté, soit par un principe qui est immuable, qui est le principe de réalité. Donc, il va falloir que
nous essayons de synchroniser la volonté des citoyens. Donc c'est pour ça qu'il est très important que les citoyens fassent entendre leur voix et la faculté, la capacité des politiques. Encore faut-il que les politiques tiennent compte, bien entendu, des signaux de la société, des adhésions de la société, des expériences de la société. Moi, j'ai un espoir, c'est que pour ce qui concerne la France, mais l'Europe, pourquoi pas, c'est qu'il y a un vrai dialogue constructif dans les semaines ou les mois qui viennent, une fois que, je dirais, la crise sanitaire sera derrière nous, pour définir encore une fois collectivement les absolus prioritaires et les moyens pour atteindre ces objectifs, et que derrière, une fois que ces absolus prioritaires auront été définis, pas simplement par les politiques, les citoyens, les ONG, les corps intermédiaires, les scientifiques, une fois que nous aurons défini nos objectifs prioritaires, eh bien pourquoi ne pas les soumettre à un référendum pour créer une dynamique convergente de la société? Ce que je sais, et ça peut paraître très naïf, c'est que si ce sont les confrontations qui l'emportent sur la projection et sur l'union, eh bien je crains que nous ayons des tragédies à répétition. Mais peut-être que là, on vient de se prendre, pardon l'expression, quand même une sacrée claque. On voit bien que là, on ne peut plus attendre. La nature, pour employer un terme générique, quand même nous a envoyé un message. Et on voit bien que ce modèle n'a pas d'issue heureuse pour personne. Mais dans le même temps, ce que l'on voit bien, c'est que nous avons tous les outils sur la table. Tous les outils sur la table. Mais il faut leur donner une finalité. Quel monde nous voulons? Est-ce que nous voulons un monde qui épuise, un monde qui concentre, ou est-ce qu'on veut un monde qui partage et un monde qui protège? Est-ce qu'on veut spolier nos enfants de leur avenir parce que c'est en train de se passer ou pas? Et ça n'est pas un problème d'argent. Bien que l'argent ne fasse pas tout, l'argent fait beaucoup. Mais il y a un des enseignements que l'on a pu voir dans cette crise, comme on a pu le voir dans la crise économique et financière en 2008, c'est que nécessité fait loi. Parce que les dogmes budgétaires qui condamnent l'Europe à l'austérité, qui condamnent certains qui nous écoutent à la précarité et qui condamnent le Sud à la misère, ils ont volé en éclats en 2008 et ils viennent de voler en éclats avec le Covid-19. C'est-à-dire qu'on n'a pas hésité une seule seconde là, et on a eu raison de le faire, de faire tourner la planche à billets. Donc moi je pense qu'il va falloir à un moment avoir des réactions absolument radicales, mais si on fait la création monétaire, pour reprendre aussi la question qui a été posée, il faut le faire avec des contreparties, avec des objectifs qui se soient fixés. Si c'est pour alimenter le modèle d'hier, la réponse est non. Donc l'idée n'est pas de, évidemment, interdire à certaines entreprises d'exercer demain matin. Il ne faut pas ajouter de la difficulté à la difficulté. Mais si on distribue, comme on a commencé à le faire, des centaines de milliards d'euros, il faut qu'on sache pourquoi, dans quelle vision, dans quelle perspective et avec quel objectif. Et je pense que cette question, elle est centrale. L'argent qu'on distribue ne tombe pas du ciel, c'est l'argent des contribuables et il faut le soumettre à des conditionnalités. Alors, on parle d'argent, la transition, tu veux trouver, l'argent, la situation mondiale est selon nous de plus en plus inquiétante et ça va nous revenir, je dirais, à cette partie du débat qui est très demandée parce que je suis en train de regarder toutes les questions qui arrivent et tournent autour de cela, à savoir, finalement, la première chose qui est dite, je vois par exemple Marie-Josée Battès qui dit oui, mais de quelle façon, de quelles actions, une autre qui disent mais qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on a tout essayé, etc. Et ça rejoint un peu ta réponse sur la conscience, et c'est un peu la question que nous avons nous. Et on ne peut pas rester fataliste parce qu'autrement on continue à disserter, à regarder le monde et puis à penser à nous-mêmes. À devenir égoïste. Je crois que la fin de l'égoïsme est une ardente nécessité aujourd'hui. On a payé cet individualisme. C'est incroyable quand même de ne pas se rendre compte de la solidarité qu'il y a entre les êtres humains, qu'il est indispensable. Et dans le domaine de notre lutte contre la dérive mafieuse, moi, je te dis franchement, Nicolas, j'ai été surpris au fur et à mesure que j'avançais dans ce collectif, des informations que j'ai reçues, pas seulement de la Corse, du monde entier. Et je vais donner, pour éclairer le débat, je vais donner quelques chiffres. Alors je crois que tu as un écran qui te permet de voir, peut-être. Hein, oui.
je vais te donner ces quelques chiffres. Voilà. Ça, c'est en billions de dollars, le comparatif des pays, des PIB des pays en billions de dollars. Le PIB des USA, c'est 21 billions de dollars, 21 000 milliards. La mafia, c'est 7 millions de dollars. C'est-à-dire que c'est la 4e puissance mondiale au niveau financier. Selon les sources, c'est le FMI, les sources, c'est l'ONU, les sources, ce sont des ONG, et c'est un organisme spécialisé contre le blanchiment d'argent. Tout ce qu'on appelle l'argent sale, l'argent de la traditionnelle, de la mafia traditionnelle, proxénétisme, drogue, etc., raquettes, etc., mais surtout, de plus en plus, la mafia blanche, la mafia en blanc, et toutes les perspectives aujourd'hui qui font que presque ça devient systémique, presque une variable d'ajustement du système, est tolérée par le système tant elle se répand dans le monde entier. Et en Corse, bien sûr, nous n'échappons pas à cela, malheureusement, et même proportionnellement, là aussi, je crois qu'on bat même peut-être certaines formes de records. Et un deuxième chiffre que je vais montrer ici, voilà, c'est l'argent sale de la mafia, c'est, voilà, la 8e puissance, c'est 5, 6, 7 billions de dollars. Donc, on est vraiment par rapport à un grand défi. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas raisonner dans une perspective, je pense, économique, quelle qu'elle soit, quelle que nous soyons, sans avoir une vue planétaire des choses, comme on l'a par rapport à l'écologie, comme on l'a par tous les domaines. C'est ça la grande difficulté. C'est ce sentiment d'impuissance quand des gens, en disant, mais même si on s'en tire un peu nous, si on arrive, si le monde ne change pas, est-ce que nous pouvons changer les choses? Et ou alors, comment faut-il faire pour changer le monde? Comment pourra arriver à ce que ces systèmes de corruption, alors on fera une émission spécifique sur la mafia, où on donnera tous les chiffres, sur les centaines de milliers de personnes qui les constituent dans le monde entier, comment peut-on y arriver? Comment peut-on faire changer ces choses-là? Bon, Léo, je pense que personne qui nous écoute n'attend que je mette sur la table des solutions immédiates, efficace à une situation qui a traversé différents gouvernements sans pouvoir être résolue. Mais ce constat que tu fais sur cet argent sale, il est à mettre en comparaison avec ces millions de milliards d'euros ou de dollars qui se sont organisés dans le monde en toute légalité et en toute impunité pour, encore une fois, échapper à la solidarité. Et ils se sont organisés avec une forme de complaisance, d'indifférence des gouvernements successifs des pays de la planète. Mais pour ne parler que de notre espace géographique, celui sur lequel on peut peut-être essayer demain de dresser et d'ériger un nouveau modèle, l'Europe. L'Europe, moi vous ne me voyez pas, mais je suis face à la Manche et les jours de beau temps, j'ai vu sur une petite île qui s'appelle Jersey. Jersey, c'est un paradis fiscal. L'Europe s'accommode d'avoir des paradis fiscaux dans ses frontières. L'Europe qui n'a pas été capable d'avoir une harmonie de sa fiscalité, eh bien, a ouvert la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale et qui permet à des grandes entreprises, souvent des multinationales, d'échapper à l'impôt. Et donc, ce que tu as dit par rapport à l'argent qui, soit par le crime, soit par l'ingéniosité du système financier, échappe aux États, échappe aux citoyens, ça explique cette grande désillusion entre le citoyen et le politique depuis des décennies, c'est que les politiques entretiennent une mystification, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions, puisqu'ils n'ont pas une partie de la manne financière qui circule, leur échappe totalement. Donc si la première priorité dans un espace européen, c'est de mettre fin à ce système-là, de mettre fin à l'évasion fiscale, sous quelque forme qu'elle soit, et à 28 c'est beaucoup plus facile que, évidemment, que quelques États, s'il y a une bonne raison de faire l'Europe, c'est à commencer par cet objectif. Si les règles fiscales étaient les mêmes en Europe, eh bien, certaines compagnies ou entreprises n'iraient pas mettre leur siège ou leur filiale en Irlande ou au Benelux ou que sais-je encore.
Donc il faut avoir cette détermination parce que sinon, évidemment, moi dans ma brève expérience gouvernementale, je voyais bien qu'on se fixait des objectifs avec une forme de sincérité, mais nous n'en avions pas les moyens financiers parce que nos budgets sont contraints. Mais au-delà de ça quand même, Léo, au-delà de ça, dans une période aussi tendue, où si les mots ont un sens, se joue l'avenir de nos enfants ou de l'humanité, qu'est-ce qui nous empêche, à un moment ou à un autre, de sortir des sentiers battus, de faire tourner la planche à billets, de demander aux banques centrales d'effacer une partie de la dette, à partir du moment où l'argent que l'on injecte dans l'économie, c'est de l'argent qui produit de la richesse qui elle-même est répartie et qui produit un modèle économique qui n'est pas un modèle toxique, mais qui est un modèle vertueux. Un modèle justement qui va réindustrialiser, encore une fois, sur les transports doux, un modèle qui va développer, faire en sorte que l'agroécologie devienne la norme, que les énergies renouvelables deviennent la norme, que l'économie sociale et solidaire devienne la norme, c'est-à-dire un modèle économique aussi où l'humain s'épanouit et non pas l'humain est là sous le joug d'un travail qui le prive d'une grande partie de son existence. Tout ça est possible, mais il faut des moyens. Il faut surtout une méthode. Et nos démocraties et nos institutions ne sont pas adaptées à la comment dire, j'ai bien entendu.
si les gens ont entendu, parce que moi, je crois que je n'avais pas mis ça. Eh bien, voilà. Je m'excuse, je fais plusieurs choses. Je synthétise, parce que c'est dommage. Non, mais Je c'est très important. Je synthétise, je suis obligé de le faire, parce que j'avais oublié de mettre mon micro. Je disais que, en reconnaissant à Nicolas toutes les qualités qu'il a, je vois que même dans sa démarche, il n'y a nulle part le mot mafia au niveau de sans proposition autre, on ne l'évoque pas. C'est comme s'il y avait un sujet tabou qui nous bloquait, qui nous empêchait d'avancer, parce que ça paraît quelque chose d'un peu mystique ou d'un peu, un peu anormal. Non, c'est systémique aujourd'hui. Le monde entier est concerné, dans le monde entier il y a des phénomènes mafieux, il y a des mises en prise de mafieux, et ça correspond tout à fait à l'analyse du monde que tu as faite tout à l'heure, si ce n'est que là, ce n'est pas uniquement des évasions fiscales, c'est un système coercitif qui prend plusieurs formes, mais qui est très très fructueux, puisqu'on le voit très bien, c'est le 6e PIB mondial. Donc on ne peut pas ignorer cela lorsque l'on construit, et comme on est bien obligé d'avoir une vue planétaire des choses, et la planète nous concerne, ce problème concerne la planète. Et en Corse, je le répète, donc, puisque vous n'avez pas entendu, en Corse, nous n'avons fait un mouvement contre la mafia, mais péraïde, parce que tout est lié. La vie, c'est quelque chose de précieux, et nous essayons de la défendre, non seulement en la protégeant, mais en suscitant le respect entre les uns et les autres, la haine, sortir de la haine. Je vois des fois des commentaires, des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer autrement que par les anathèmes, autrement que... Essayez de convaincre. Là, il y en a même qui parlent j'ai vu parler des fameux, comment ça s'appelle, ces animaux... comment ça s'appelle, les animaux du plateau de Couchonne et qui arrivaient jusque chez toi. Et alors, ils arrivaient jusque Nicolas Hulot, ces animaux qui étaient de la spéculation mafieuse, qu'on a vu dans un document. Il arrive à côté de chez lui, à côté du Couchonne. Il n'est quand même pas responsable de ça. C'est assez incroyable. Eh bien, sortons de ça. Prenons un peu de hauteur, débattons des idées si on n'est pas d'accord. Voilà. Moi, ce que je voulais dire, je pense que le débat qu'on vient d'avoir, il te permet aussi sans doute d'avoir un éclairage qui n'était peut-être pas aussi fort dans l'environnement qui est le tien, parce qu'il n'est peut-être pas le même, hein, même si tu connais la Corse, mais il est vrai que tu la connais d'une façon, je ne dis pas que tu ne la connais pas bien, je veux dire que par ta personnalité, souvent, et par aussi ton humilité. Voilà, moi je vous Mais tu sais, Léo, d'abord... Non, c'est pas ça. D'abord, Léo, chacun a sa part de réalité. La réalité, elle est complexe, elle est diverse. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître à fond, on peut se faire une idée générale. Mais le sujet qui vous réunit, et qui est un sujet essentiel, c'est pour moi un sujet qui touche à la démocratie. Parce que tous ceux qui se sont organisés, et encore une fois d'une manière ou criminelle ou pas, quelque part c'est une atteinte à la démocratie, parce que ça prive la démocratie de ses moyens. Et c'est pour ça que si l'on veut demain pouvoir tenir nos promesses et construire ce nouveau monde, un monde qui partage et un monde solidaire et un monde résilient, il faut qu'il y ait une détermination absolue pour mettre fin à ces pratiques. Et c'est beaucoup plus facile de le faire, je reviens sur l'Europe, à 27 que de le faire tout seul. Parce que s'il n'y a pas cette détermination, et au moment où l'Europe se pose des questions, je pense que le sujet que vous portez, mais qui est pour moi connexe de cette volonté que j'ai aussi de remettre de l'ordre dans l'économie, la fiscalité et des règles communes dans l'espace européen, parce que c'est là qu'on peut faire émerger un modèle vertueux, eh bien, il faut qu'il y ait cette détermination, parce que les hommes dont tu parles qui ont ces pratiques criminelles, en réalité, s'ils ont prospéré, ils ont prospéré parce que de l'autre côté, il y avait une forme de complaisance ou d'indifférence. Alors voilà, après, c'est important que vous le rappeliez, bien entendu, mais tout ça fait partie d'un tout, et ça fait partie justement des inventaires que nous devons faire, des priorités que nous devons établir. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une dizaine ou une douzaine de priorités sur lesquelles il faudra mettre toute notre énergie. Et c'est bien ces priorités. Et la priorité que tu viens de développer et de défendre, elle doit faire partie de ces priorités. Et c'est l'exercice collectif que nous devons faire dans un processus de démocratie inclusive où justement on va enfin, je l'espère, entendre la voix des citoyens, des collectifs et des ONG. Vous mettez sur la table un sujet central que vous connaissez visiblement bien
et que certains ne prennent pas suffisamment en considération et qui quelque part polluent plus que ça, mais pourrissent la vie des citoyens et empêchent les politiques de réaliser les objectifs que les citoyens leur demandent, eh bien, ça doit faire partie des priorités du monde de demain. Je te remercie pour cette, je ne dis pas clarification, parce que je n'ai jamais douté de ce que tu penses, hein, mais c'est vrai que, je le dis parce que la réaction qu'il peut y avoir de personnes qui se disent il y a des problèmes généraux et puis des problèmes spécifiques. Moi, je ne vois pas les choses comme ça, et tu l'as bien résumé. C'est le problème de la démocratie, de la citoyenneté. Les gens ne sont pas suffisamment impliqués dans les choses publiques pour moult raisons. Mais en tout cas, dans ce domaine-là, la seule manière, c'est pour ça que nous avons fait un collectif de terrain, c'est que c'est par le débat, nous avons multiplié les débats, comme nous le faisons maintenant, en étant irrigués par des personnalités de ton niveau et de ton expérience, en essayant d'avoir le plus, on n'essaye pas de défendre une cause d'une association qui a quelques milliers de personnes, etc. On essaie de poser un problème qui déteint sur tous les autres, parce qu'il est très significatif d'une dérive civilisationnelle. Et je dis, la mafia a toujours existé, c'est vrai, à toute époque, elle portait peut-être, etc. Mais ce qui se passe aujourd'hui, la gravité, c'est qu'il y a une institutionnalisation de cette mafia. Elle ne se limite pas à certains territoires, elle devient de plus en plus grave. Et la porosité politique, dès qu'elle atteint des politiques, elle est grave. Pourquoi? Parce que d'abord, la plupart d'entre eux ne le font pas de gaieté de cœur. Mais ils se trouvent dans des situations telles qu'ils n'osent pas exprimer certaines choses. Je cite toujours un exemple. Nous avons fait le premier débat en plein hiver à Calvi. 200 personnes à Calvi en plein hiver. Hein. Ce n'est pas à Calvi les 40 000 l'été. Il y avait 200 personnes. Il y a 33 communes autour. Il n'y avait aucun maire. Ça veut tout dire. Ils ne sont même pas venus au premier débat. C'est qu'ils avaient peur de se montrer dans un truc contre la mafia. C'est incroyable quand même. Ça devrait être valorisant au contraire. Ça veut dire, voilà, ou alors la nier. Je suis bien d'accord, on peut nier les choses. Mais à un moment donné, le phénomène qui concerne planétairement des millions de personnes et qui concerne des milliards et des milliards de dollars et d'euros, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer parce que la Corse est une tête de pont. Elle est même, d'après nous, d'après toutes les informations qu'on a, par rapport à la superficie, au nombre de la population, s'il fallait faire des médailles, il fallait peut-être malheureusement nous donner celle-là pour dire que l'efficacité, elle est même redoutable là-dessus. Alors il y a beaucoup de questions, j'ai un problème technique que je ne le cache pas, parce que j'ai fait plusieurs lives en même temps, un peu de partout, j'ai compris, il ne faut plus que je le fasse ce matin, j'avais fait des essais, ça marque bien, donc les questions ne montent pas directement. Alors je vais juste te poser quelques questions. Je vais noter. Alors, je voulais revenir. D'abord, il y a quelqu'un qui nous a, Monsieur Hugoline, qui nous a souvent. Voilà, alors je l'avais noté. Il faut que je retrouve parce qu'il y a énormément de commentaires. Hein. C'est bien, c'est bon signe, hein, d'ailleurs. C'est bon signe. Ah, Daniel Maouch qui pense. Là, c'est une question qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, mais on est sollicité aussi par beaucoup de personnes de l'environnement. C'est qu'il y a, voilà, une des questions que pose d'ailleurs M. Hugoline, c'est la suivante. Qu'est-ce que tu penses de la criminalité au niveau de l'environnement, c'est-à-dire des affaires qu'il y a autour des environnements, déchets, etc. Est-ce que c'est quelque chose, toi qui as été quand même ministre dans ce domaine, qui est significatif? Est-ce que la criminalité a une mainmise sur certaines techniques telles qu'on le décrit très souvent, en particulier pour l'Italie? Je ne sais pas très bien ce qu'il y a derrière cette question. Ce que je constate, notamment à l'échelle internationale, c'est que le droit international ne sait pas, comment dire, n'a pas évolué simultanément à la crise écologique. Par exemple, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, la notion d'écocide, pour moi qui est une notion qui devrait trouver quelque part sa définition dans le droit international. Actuellement, un homme comme Jair Bolsonaro, pour moi, eh bien, devrait être menacé et attaqué pour écocide parce qu'il vient de livrer en pâture la forêt amazonienne et au passage les peuples premiers qui
y habitent depuis des siècles et des siècles, et que quelque part comment dire, cette coupe réglée qu'il a mis sur la biodiversité et les écosystèmes amazoniens, pour moi, c'est un acte dont il aura à répondre devant, je l'espère, la Cour internationale de la haie un jour. Mais la notion de droit environnemental, elle a quand même évolué dans notre droit national. Mais je ne sais pas ce que vous mettez derrière la criminalité environnementale. On sait que, puisque vous parlez de criminalité, le trafic, par exemple, des espèces, aujourd'hui, dans le monde entier, c'est pratiquement un des trafics les plus juteux au monde, et qui, quelque part, alimente après toute forme de trafic, puisqu'on sait très bien que dans certaines régions d'Afrique, le trafic des rhinocéros, le trafic des gorilles, le trafic des espèces menacées, après, alimente les groupes terroristes, notamment comme Boko Haram. Donc voilà, tout ça s'est développé au fur et à mesure de la réalité environnementale, et toutes ces crises, tous ces excès se combinent pour, encore une fois, nous mettre dans cette crise systémique face à laquelle nous sommes. Et cette crise systémique, elle nous oblige à un exercice collectif. D'abord, d'additionner les bonnes volontés, parce qu'on peut évidemment rester dans les clivages habituels, on peut mijoter nos petits préjugés. Il va falloir, comme vous le faites, définir les priorités. Et ce qui n'est plus prioritaire, il va falloir un temps qu'on le mette de côté. Voilà, parce que ce qui est prioritaire, c'est d'assurer la survie de nos enfants. Ce qui est prioritaire, c'est de trouver de l'emploi pour tout le monde. Ce qui est prioritaire, c'est de donner l'accès aux soins et à l'éducation à tout le monde. Et ne pas opposer les priorités, les additionner, mais se faire une matrice de ce qui est prioritaire. Mais encore une fois, la méthode est très importante. Et cette défiance qu'il y a entre le citoyen et le politique, cette ignorance du politique vis-à-vis du citoyen qui ne s'inspire pas des expériences des citoyens, et le citoyen, pardon de le dire, mais c'est très important parce que les choses ne sont jamais noires ou blanches. Moi, il y a une chose que j'ai appris, c'est que l'écologie, c'est l'école de la complexité. Combiner la fin du mois, comme je l'ai dit, avec les problèmes de fin du monde, c'est excessivement compliqué. Et que nous, les citoyens aussi, nous avons notre responsabilité. C'est à nous aussi de dire ce que l'on veut, ce qu'on ne veut pas, mais de participer au changement. Pourquoi je dis ça? Je prends un simple exemple. Quand j'étais ministre, j'étais aussi ministre de l'énergie. J'avais autant de pétitions contre les éoliennes, contre les panneaux solaires, contre les centrales thermiques, contre les centrales nucléaires. Comment on fait quand on a des injonctions contradictoires pour avancer? Donc c'est vrai aussi que c'est très important d'être exigeant vis-à-vis du personnel politique. Mais nous devons avoir notre propre cohérence, bien entendu, notre propre exigence, et nous devons accompagner le changement. Nous sommes aussi des consommateurs. Le capitalisme tel qu'il s'est développé, on peut y mettre fin demain matin en changeant nos comportements d'achat du jour au lendemain. Nous avons tous individuellement beaucoup plus de pouvoir qu'on l'imagine. Justement, je te rejoins tout à fait d'ailleurs. Le seul fait de dire les politiques, etc., ça veut dire qu'on s'exclut de la politique de le même niveau que d'autres. Mais quoi? C'est un niveau de fonction, etc. C'est les circonstances historiques et autres. Mais nous sommes tous sur la même galère, dans la même maison. Parce que c'est ça, cette vue du politique où on globalise les choses et où certains, c'est mon position personnelle, au niveau du collectif, on est d'accord sur la MAF et puis on a chacun notre sensibilité. Personnellement, moi j'en dis qu'un mot, parce que je rejoins un peu ce que tu viens de dire. Moi j'en ai marre des gens qui assènent leur vérité. On a vu ce que ça a donné pendant un siècle, ces vérités, ces théories du possible qui décrétaient les choses et qui décrétaient idéologiquement les choses et qui ont abouti tout ça à des perversions des civilisations. C'est bien qu'il y a un problème. C'est pour cela, moi personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, j'ai toujours dit que pour moi, ce n'est pas la fin qui justifie les moyens, c'est les moyens qui déterminent la fin. C'est la manière dont on est capable de s'organiser, de se responsabiliser, qui permet de véritables avancées. Or, dans toutes les démarches politiques aujourd'hui, on le voit dans cette crise un peu qui a permis de donner
une impression d'union, mais on a vu, elle va se délabrer de plus en plus. Chacun essaie de récupérer le maximum des choses. C'est pour cela que ta démarche et la démarche d'autres personnes, et je pense aussi la nôtre, elle va trancher dès le moment où on va au fond des choses. Et on fait du blabla, comme certains disent. Parce que le blabla, c'est vulnérabilité. Parler aux gens, se mettre tous en position de débattre, de se responsabiliser, c'est être conscient des choses et c'est avoir des résultats concrets sur le terrain. C'est pouvoir agir. C'est pour ça. Alors là, et c'est un peu la question qui transparaît dans beaucoup d'interventions. Voilà. Toi, personnellement, comment tu vois les choses? Je dirais, parce que nous sommes dans une démarche d'association, on est des lanceurs d'alerte, chacun a ses conceptions politiques. Mais tu sais, comment tu te situes? Léo, je vais pas vous bluffer, je suis profondément inquiet sur le monde de demain. Personnellement, avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins d'adresse, mais je fais un constat d'échec sur mon propre engagement. Moi, ça fait 30 ans que j'essaye d'éviter qu'on arrive dans des situations aussi délicates. 30 ans que nous essayons, encore une fois, de documenter un certain nombre de phénomènes pour qu'on puisse anticiper dessus. 30 ans qu'on se fait moquer. Donc, qu'est-ce qu'on va réussir demain qu'on n'a pas réussi hier? Alors peut-être que les événements, encore une fois, malheureusement, sont nos principaux alliés, parce que la réalité, elle est démonstrative. Il faut faire émerger une nouvelle forme de dialogue, une nouvelle forme de politique. La politique au sens noble du terme. Oui, les citoyens, il va falloir qu'ils se réunissent sur ces priorités, dans une exigence, dans une cohérence, bien entendu, et en confrontant les politiques, pas simplement à leurs mots, mais aux moyens et à la méthode. Moi, je jugerais, par exemple, notre gouvernement, pas sur les mots et sur les intentions. J'entends des mots, y compris dans la bouche du président Macron. Je ne fais pas de procès d'intention, mais on ne me la fera pas 2 fois ou 50 fois. Je regarderai les moyens, la méthode. Est-ce qu'on va être capable, par exemple, dans notre Constitution, de se fixer des objectifs pour faire en sorte que, quels que soient les aléas électoraux, on atteigne ces objectifs? Est-ce qu'on va être capable, effectivement, de débourser des milliards d'euros sur des objectifs économiques, sociaux et environnementaux, bien entendu, mais en les programmant et en faisant en sorte, comme ça a été évoqué tout à l'heure, de faire de la formation? Parce qu'il y a tout un secteur d'activité économique qu'il va falloir probablement résorber et tout un secteur qu'il va falloir faire émerger. Et cette mutation, elle doit s'organiser. Il faut de la méthode pour ça. On ne sait pas programmer, on ne sait pas anticiper. L'exercice politique aujourd'hui se fait toujours dans l'urgence. Il faut ralentir. Il faut un lieu dans la démocratie, ça peut être à l'échelle locale, régionale, nationale et européenne, et je l'espère mondiale, où on anticipe le futur, où on planifie et où les citoyens sont associés en permanence. Les ONG, les collectifs comme vous, mais il faut pas simplement les écouter, il faut les entendre. Parce que le politique, quelles que soient ses qualités humaines ou pas, il ne peut pas avoir conscience de toutes les réalités. Et le tissu associatif, pour ne parler que de la France, il comble toutes les promesses que la République ne tient pas. Parce que la République, elle ne peut pas avoir justement une vision totalement globale et parcellaire des réalités du quotidien. Donc c'est l'état d'esprit qu'il faudrait changer, bien entendu. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je dis que garder l'espoir devient un acte de bravoure, mais on ne peut pas se résigner. Donc, de toute façon, quand on me dit est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste, c'est trop tard pour être pessimiste. Et s'il y a un effort que l'on doit faire, c'est un effort de résistance pour éviter de tomber dans le fatalisme. Maintenant, il faut, encore une fois, prendre chez l'autre ce qui, voilà, essayer, aller chercher chez l'autre ce qu'il a de vertueux, plutôt que de toujours mettre le doigt sur éventuellement ce qui ne fait pas. Voilà. C'est un changement d'état d'esprit. Je sais que ça peut paraître abstrait, mais pour moi, la crise qu'on traverse, c'est une crise de confiance, c'est une crise de conscience, c'est une crise de sens. C'est ce que j'ai voulu faire dans mes 100 principes. Ça a été beaucoup moqué par des esprits supérieurs parisiens qui disaient tout ça, ce sont des lieux communs. Mais si c'était des lieux si communs que ça, on n'aurait pas besoin de les rappeler. On n'aurait pas besoin de mettre une matrice de valeurs sur laquelle on va construire le monde de demain. Donc faisons pas les choses à l'envers. Réfléchissons d'abord à ce qui est possible, ce qui est souhaitable, ce qui est prioritaire. Et puis après, on met les moyens.
Et mettre les moyens, c'est qu'on additionne les énergies et on va chercher les moyens là où ils sont. Et s'il faut aller chercher des moyens économiques et financiers dans la criminalité, on s'en donne les moyens parce que c'est prioritaire. L'éducation, c'est prioritaire. La santé, c'est prioritaire. L'alimentation, c'est prioritaire. Et il y a des choses qui ne sont absolument pas prioritaires, qui sont futiles. Il va falloir distinguer l'utile du futile. Ça, c'est un exercice que l'on peut faire collectivement. Ce n'est pas aux politiques à le faire. C'est à nous, les citoyens, de dire ce qui est utile, ce qui est vertueux, ce qui est vital et ce qui est accessoire. Oui, mais je te rejoins totalement, hein. Vraiment, ton plaidoyer, je le partage intégralement. D'ailleurs, si tu avais eu l'occasion d'avoir des bornes de discussion que nous avons dans les réunions du collectif, on reprend les mêmes logiques que tu viens de définir par rapport aux problèmes qui nous concernent. Parce que nous, en Corse, finalement, on était un peu en avance sur la citoyenneté. On avait posé le problème que tu poses d'ailleurs à travers tes propositions de la diversité culturelle et de l'importance de préserver toutes ces espèces culturelles, quelles qu'elles soient, sans avoir une vue ethniciste, bien sûr, des choses. Mais la Corse existe, le peuple corse existe, c'est la communauté de destin de la Corse, hein, pour reprendre une expression, la communauté de destin corse qui existe. Et c'est vrai que pendant des années, il y a eu un combat qui a pris des formes dont on peut discuter. D'ailleurs, tu sais très bien, puisque tu as lu mon livre, que j'ai mis 300 pages pour expliquer ma critique de l'ensemble de cette démarche, mais nous étions en avance. Nous étions en avance parce que c'était une terre de citoyens qui contrait un système de manière souvent brouillonne, maladroite, voire caricaturale et dangereuse aussi, mais qui posait. Et puis, petit à petit, on s'est laissé embourber dans une espèce de magma, etc. Et aujourd'hui, la situation, ce n'est pas le virus qui nous crée la situation de la Corse, c'est une situation d'enlisement général. Plus personne ne croit à rien. Parce qu'avant, il y avait au moins nous, on pouvait croire en nous, les nationalistes à l'époque, contre le système planiste, c'était l'espoir. Là maintenant, on se dit, mais est-ce que ce n'est pas tous les mêmes, etc. D'ailleurs, même si je ne me définis plus comme qu'un nationaliste. Mais je veux dire que j'ai beaucoup de sympathie pour des gens qui aujourd'hui essaient de travailler, parce qu'il y a des élus qui font du gros travail, qu'ils soient de droite, de gauche ou nationalistes, sont des gens vertueux, etc. Ce qui est grave pour moi aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas compris les enjeux que tu viens de définir. C'est qu'ils sont toujours dans l'institution traditionnelle et ils ne remettent pas en cause le système. Et on va dire, mais la rupture, ce n'est pas possible. Moi, je pense que la rupture, elle est possible. Parce que cette rupture, c'est une rupture citoyenne, c'est le retour presque à la normale dans beaucoup de domaines. Léo, la rupture, elle aura lieu de gré ou de force. Ouais. De penser que le monde peut reprendre comme avant sans que rien ne se passe, ça, c'est une utopie absolue. On voit bien que tout est en train de se déliter. Moi, je n'ai eu de cesse, quand j'étais au gouvernement, d'entendre, mais on ne peut pas faire autrement. Ça n'est pas possible. Mais si, justement, dans beaucoup de domaines, on peut faire autrement. On peut nourrir l'humanité avec l'agroécologie. On peut répondre aux besoins énergétiques de l'humanité avec les énergies renouvelables. On peut faire en sorte que l'économie sociale et solidaire, où les gens s'épanouissent, devienne la norme demain et de faire en sorte qu'ils n'attendent pas le week-end pour commencer à être heureux chez eux. On peut faire en sorte de réindustrialiser nos pays avec l'économie de demain. On peut investir dans les transports doux. On peut continuer à échanger et à commercer avec les pays du bout du monde, mais peut-être que au lieu que les biens arrivent en 24 heures par Amazon, eh bien, ils arriveront avec des cargos à voile et ils mettront peut-être un mois. Mais oui, on peut très très bien demain changer... permettre aux collectivités d'émettre des monnaies locales pour les biens de première nécessité. Il faut penser en grand. Si on ne pense pas en grand maintenant, personne n'y croira. La confiance, elle se fera si l'on fait sur l'exigence, sur l'ampleur. On est dans une situation hors norme. On n'en sortira pas si on ne met pas des moyens hors norme. Et gardons à l'esprit que tout le système, ça n'est pas des lois divines. C'est un produit de la société au fil du temps, donc on peut les remettre en cause. Quand on me dit on ne peut pas faire de la dette, mais très bien, on laisse les gens crever parce qu'on ne peut pas faire de la dette, parce qu'on s'est fixé une règle, elle est intangible, et bien crever on s'en fout, parce que nous ce qui compte c'est le critère de Maastricht. Mais non, il y a un moment ou un autre, il faut justement que les esprits s'ouvrent, parce que ce qui prime c'est l'humain, et les règles elles suivront, elles accompagneront cette priorité. Non, mais certainement. Et puis moi, je pense que c'est tellement évident
Mais c'est sûr que pour accompagner ces évolutions, il faut avoir un esprit démocratique réel. Et c'est ça le problème. C'est que moi, je prends l'exemple général du monde. On voit les outils que nous avons. Regarde notre association à travers, elle fait des débats comme ça, à travers des outils, etc. Il y a des institutions qui n'ont pas changé de rythme démocratique, alors que certains pays, en particulier les Baltes, l'ont fait. C'est-à-dire qu'en généralisé les consultations, en généralisé les débats et généralisé la transparence jusqu'aux frais de bouche est à la portée d'un simple clic. Alors que dans la plupart des pays, dans le nôtre et dans la Corse, on est toujours dans le vieux système. C'est ça je veux dire que s'il n'y a pas cette vague citoyenne moderne, responsable, qui met toute la technologie nouvelle au service de l'homme et qui va adoucir les choses considérablement. Quand je vois que je suis là en plein dans la ruralité, puisque je suis à Venaco, que tu connais très bien la Corse, et que l'Altaro, que tu vois que dans notre Corse, nous avons un potentiel énorme dans la ruralité, énorme au niveau des fruitiers, au niveau de l'élevage, au niveau de tout, etc. Et qu'il n'y a jamais eu de politique d'envergure de mener là-dessus. On a tout sacrifié au tout tourisme, à une logique uniquement de spéculation, et qui nous amène aujourd'hui dans le chaos, parce que précisément, et ce virus a eu raison de nous, et d'en montrer de droit nos incohérences. Eh bien, remettons-nous en cause. Ne nous montrons pas du doigt. Moi, je ne donne pas de leçons, même si j'ai l'impression d'en donner, c'est que j'essaye de rester humble et puis autocritique aussi. Mais essayons de faire les choses ensemble et sortons de ce système-là. Parce qu'autrement, comme tu l'as dit, je crois que ça va devenir le royaume du cynisme généralisé et ça va devenir un peu les évolutions que l'on voit dans certains films de science-fiction où on voit qu'il y a des blancs qui s'organisent dans des bunkers et puis je prends des blancs, je dis des blancs pour donner une image caricaturale, et puis qui se mettent à l'abri de certains. On voit, regarde la Corse. C'est un pays incroyable. Elle a des richesses incroyables. C'est le pays au monde où elle exploite le moins ses potentiels. On se retrouve c'est l'endroit où il y a le plus de gens qui en proportion, qui gagnent une somme importante, et il y a le plus de gens qui sont pauvres. C'est rare de voir un truc comme ça. C'est-à-dire c'est une déformation terrible parce que nous sommes un laboratoire où on a laissé faire une certaine politique qui a fait des ruptures sociales vraiment importantes et qui ont été accompagnées, je dirais, par toutes les formes de conservatisme parce que justement le problème n'a pas été pris à sa source. C'est pour ça que je le dis, moi en tant que citoyen, quand j'ai lu tes propositions et ta démarche, je n'ai pas vu un discours d'adolescent, comme a dit quelqu'un. Mieux même, je pense que les critiques qui sont faites de dire que c'est presque un discours bébête, etc., c'est un éloge. Parce que moi, j'ai toujours pensé que les plus grands philosophes, c'était des enfants qui regardent le monde sans être embués par leur certitude et leur pseudo-connaissance. Et je pense que regarder les choses comme ça, essayer de construire, c'est quelque chose qui va nous sauver collectivement. Et c'est pour ça que je suis vraiment très heureux de t'avoir accueilli. Alors, je regrette que on ne puisse pas répondre parce qu'il fallait qu'elle défile à toutes les questions. Bon, comme je règle le son, l'image, je discute. J'ai eu une curiosité, d'ailleurs tout à l'heure je me suis fait un petit nœud, là. Hein, j'ai coupé ma propre expression. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, je sais qu'on aura à se retrouver, non en tant qu'amis certainement, mais même en tant que ces démarches qui se rejoignent au niveau du fond, au niveau de la philosophie, des idées, parce que ça existe, ça. Ça va faire changer le monde. Et je te laisse le mot de conclusion. Je voulais juste dire, avant de quitter, qu'il y a eu beaucoup de questions. Tiens, il y en a quand même une, parce qu'elle est revenue souvent. On a dit que tu t'étais opposé en Guyane à un éventrement de la Terre, à un moment donné, une histoire. Et comme ça, elle te demande si tu es au courant des nouveaux projets qu'il y a, qu'est-ce que tu en penses. Alors, si tu veux peut-être répondre là-dessus. Le nombre de choses que j'ai essayé, soit quand j'étais au gouvernement, soit quand je ne le suis pas. J'ai essayé, comme beaucoup d'associations, de m'y opposer. C'est vrai que quand j'étais au gouvernement, il y avait ce fameux projet de cette fameuse mine d'or dans un territoire très riche en biodiversité qui a été suspendu. Mais en réalité, c'est d'ailleurs un peu je dirais, le quotidien des associations, c'est qu'on obtient peu d'avancées, on essaie surtout d'éviter des reculs. Et dès qu'on baisse un peu la garde, qu'on détourne un peu le regard, malheureusement, les projets, souvent les plus iniques reprennent. Non, moi, ce que j'ai envie de dire là, bon, d'abord, désolé si on n'a pas pu répondre à toutes les questions et on en a forcément occulté. C'est pas qu'on voulait pas, mais c'est vrai que moi, je ne les ai pas vues. D'abord, vous dire que l'engagement qui est le vôtre, il est assez exemplaire.
et qu'il est symptomatique de ce qu'il faut faire émerger, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se résigner. Chacun, c'est un lieu commun, pardon, mais doit faire sa part, parce que chacun doit poser sa pierre pour le monde de demain. Donc, je le dis et je le redis, j'espère que une fois que la menace sanitaire, j'espère le plus rapidement possible, sera derrière nous, j'espère qu'on va trouver un format, des modalités d'un dialogue justement entre les citoyens et leurs représentants et les politiques pour définir ces priorités et qu'on va être capable justement de se projeter avec une méthode, avec une détermination et d'identifier les outils qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Parce que moi, c'est vrai que de temps en temps, tous, on cède un peu, ça m'arrive parfois dans des moments de colère de dire ras-le-bol, allez tous vous faire foutre, pardon de l'expression, mais c'est normal, on se bat depuis très longtemps et on aurait voulu éviter les écueils dans lesquels on est en train de se précipiter. Mais quand on est pris par cette tentation de désespérer, il faut garder une chose à l'esprit que la vie m'a apprise, c'est qu'il y a deux humanités. Il y a une humanité qui essaie d'accaparer le bien commun. Et il y a une humanité qui travaille pour le bien commun. L'humanité qui travaille pour le bien commun, elle est beaucoup plus nombreuse que l'humanité qui tente d'accaparer le bien commun. Sauf que celle qui tente d'accaparer le bien commun, elle est plus visible. Évidemment, elle est plus voyante, puisqu'elle n'a aucun scrupule. Et le pouvoir de nuisance se propage souvent plus vite que le pouvoir de bienveillance. Mais il y a une très belle humanité. Et c'est sur celle-là qu'il faut miser. Et ce que nous devons trouver, c'était ma dernière proposition des 100 promesses, faire émerger ce lobby des consciences. Comment trouver une forme, une méthode, un modèle pour justement nous réunir sur ces valeurs, sur ces objectifs, sur ces moyens, sur cette détermination, pour donner une injonction aux politiques, pour dire vous êtes notre représentant, on vous donne mandat pour construire le monde de demain. C'est ce système-là, ce cercle vertueux qu'il faut qu'on arrive à faire émerger. Et pour ça, il faut sortir des confrontations habituelles, des divisions habituelles et stériles. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'asseoir sur nos valeurs, ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord sur tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment distinguer, encore une fois, ce qui est vital, ce qui est nécessaire, de ce qui est accessoire. Je te remercie, Nicolas, pour cette belle conclusion. C'est faux parce que quand tu parles, il me semble entendre sous d'autres formes beaucoup d'interventions qu'on a ces temps-ci, les uns et les autres. On essaie de trouver des voies pour notre petite île. On est un peu prétentieux. Des fois, on la voit un peu trop grosse, mais elle existe et puis elle peut être emblématique. Ça peut être même, je pense, quelque chose qui peut servir énormément à toutes les autres formes d'espèces, j'oserais dire. Et sans nombrilisme, sans haine, on peut montrer que la solidarité, que le respect, que la transparence, ça peut faire avancer les choses. Et je sais qu'on pourra compter sur des acteurs majeurs comme toi pour donner un peu d'aération. On a besoin d'aération citoyenne et sortir de ces confrontations cyniques. C'est insupportable. Vraiment insupportable. Ce cynisme que tu as décrit très bien par rapport à ceux qui ont des proies faciles aujourd'hui, que ce soit dans la criminalité traditionnelle, que ce soit dans un système d'exploitation très sophistiqué, et puis les gens qui essaient de trouver des solutions. Je dis pas que moi je crois que nous n'avons pas de solution. C'est ça notre force, c'est que nous proposons une démarche. Je dis nous parce que je crois que je peux m'associer, tu peux t'associer à cette démarche générale. C'est que nous croyons en la démarche des citoyens pour remettre en cause les choses, pour trouver des formes. Tu parlais tout à l'heure des intérêts. Moi, nous mettons toujours en avant l'intérêt collectif. L'intérêt collectif, si on le met en avant, on trouve des solutions. Mais pas le mettre en avant comme certains l'ont mis pendant des décennies, en imposant même des formes ensuite petit à petit totalitaires. C'est la manière dont nous créons des choses vertueuses qui permet que notre finalité la sera. Moi, j'en suis sûr. Je suis sûr que cette crise, on peut redémarrer sur des choses uniques et peut-être que des pays comme les nôtres, qui sont le creuset de la démocratie,
dans la Méditerranée peuvent retrouver des formes d'agora, des formes modernes d'agora, des formes modernes d'irrigation collective qui leur permettent de faire des choix et des actions, parce que nous sommes des gens d'action. Je lis sur certains commentaires négatifs qu'il est blabla une fois de plus. Oui, il faut parler pour agir. Si les gens ne sont pas conscients, ils vont droit dans le mur et ils l'ont démontré de manière pathétique à travers notre histoire. Et Nicolas, vraiment, je te remercie du fond du cœur au nom de tout le collectif. Je donne rendez-vous d'ailleurs pour tous les 15 jours, nous ferons des émissions comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, techniquement, on a fait des progrès, donc on pourra l'améliorer. Et je vous assure que la prochaine fois, les citoyens pourront s'exprimer beaucoup plus. Et peut-être même qu'on envisagera des formes d'intervention visuelle de ceux qui souhaiteront parler. Merci Nicolas, merci à toi. Et, merci à vous. Merci et à bientôt. Bientôt à Coens. Hein. Et continuez à appliquer les gestes barrières parce que le virus n'est pas encore parti. Voilà. Ok, on n'y manquera pas. J'ai toujours bientôt, au revoir. Très discipliné. Ciao, ciao. Merci à tous. J'espère que cet échange vous a plu. En tout cas, personnellement, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir parce que c'est sûr que Nicolas Hulot, c'est quelqu'un qui est assez exceptionnel, il faut bien le dire. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait aussi. Alors voilà, moi j'ai passé un bon moment, un moment de débat, et j'espère que ça sera profitable pour tout le monde. Après, je te ringrazio.